Bienvenue à cette session. Donc, on parle des leçons de cette pandémie. Et donc, ça fait partie du thème transversal sur l'inclusion et la diversité. Directeur de la recherche et du développement à l'Association canadienne des organismes artistiques. Je suis un Canadien français de 10e génération. Je me joins à vous à partir des territoires de la nation Anishinaabe, Niniwak, de la nation Algonquin, donc sur le territoire aujourd'hui connu comme Ottawa. J'aimerais aussi reconnaître que cette session-là sera animée par 4 hommes blancs. Donc, j'aimerais en profiter pour nommer le fait que la recherche aujourd'hui demeure généralement un privilège. Alors, ceci dit, on va parler des sondages de consommation aujourd'hui. Et avant cela, je vous invite à vous unir à la conversation par médias sociaux en parallèle. Et on a également l'interprétation simultanée que vous pouvez choisir à votre écran en haut. Donc aujourd'hui, nous allons écouter nos intervenants sur la question des sondages consommateurs. Mais avant cela, avant de passer le micro, j'aimerais vous inviter à m'envoyer vos questions dans le chat à n'importe quel moment. Donc, on a 3 panélistes aujourd'hui. Al Begay, professeur d'humanité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nick Manus, Chief Data Scientist et fondateur de Nanos Research Corporation, et Oliver Manter, directeur de la politique et recherche à Big Audience Agency. Alors, nous allons commencer avec M. Duguay. Merci Frédéric. Simplement pour mentionner qu'il y avait des femmes dans la recherche, eh bien, dans la recherche que j'ai faite, évidemment, je l'ai fait en compagnie d'une étudiante, Claudia Barbara, qui d'ailleurs aujourd'hui travaille pour Synapse C. Alors voici ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter rapidement cette étude sur les publics québécois des arts de la scène au temps de la pandémie. On peut pas. Vous voyez mon équipe de recherche ici avec qui j'ai travaillé. Et il y a quelques femmes quand même dans cette équipe. Donc passons à la seconde diapo. Véronique. Donc le contexte de la recherche, vous le connaissez tous. Vous savez à quel point les arts de la scène ont été durement touchés par la crise de la COVID-19 et certains sondages montraient au début qu'il y avait de la méfiance de la part du public à l'égard d'un retour dans les salles de spectacle et c'est ce qui m'a convaincu comme chercheur de ce projet avec nos partenaires Synapse C et Mitax de la nécessité d'entreprendre une étude sur les comportements des publics. Ici, quand on parle des arts de la scène, on va se limiter au théâtre, à la danse et au cirque. Et donc, on a fait cette étude sur la consommation culturelle avant, pendant et après la pandémie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les faits saillants des volets quantitatifs et qualitatifs pour vous fournir des données qui sont susceptibles d'aider à la relance et au repositionnement des diffuseurs et des producteurs en arts de la scène au sortir de cette crise. L'hypothèse de la recherche prévoyait que les principaux facteurs qui allaient influencer le comportement du public étaient son engagement à l'égard des arts de la scène et les mesures organisationnelles et sanitaires qui allaient être adoptées par la direction des salles. C'est pourquoi le sondage dont je vous parle aujourd'hui s'adressait à des habitués des arts de la scène, ça veut dire des gens qui vont au théâtre au moins à la danse, au cirque, au moins une fois par année et non pas au grand public ou encore au non-public. Comme je voulais aussi vous présenter ma posture épistémologique parce que dans mon cas, je suis un peu un touriste dans la conduite des sondages, qu'ils soient de nature quantitative ou qualitative, parce que je suis surtout un spécialiste de l'esthétique théâtrale et des théories de la réception. C'est donc l'esthétique qui m'amène à m'intéresser au comportement des publics et aux données sur la culture. C'est sûr que comme chercheur en études théâtrale et en histoire culturelle, je travaille avec toutes sortes de données sur la culture, mais à part une grande étude sur la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène et une étude qualitative des non-publics de 4 salles de Trois-Rivières, je suis plus familier des textes et des spectacles que des statistiques. Sur le plan méthodologique, l'étude
quantitative a été menée conjointement par le laboratoire de recherche sur les publics de la culture de l'UQTR, Synapse-C et Mitax, et a été effectuée à l'aide de la liste des spectateurs de 9 organismes de théâtre, cirque et danse ou multidisciplinaires, 4 situés à Montréal et 5 à l'extérieur de Montréal. Donc, au total, 2445 personnes ont répondu au sondage, 1325 se considèrent d'abord comme des amateurs de théâtre, 667 comme des amateurs de cirque, 456 comme des amateurs de danse. Et par la suite, on a mené des entretiens par focus group dans la deuxième semaine de décembre 2020 avec 11 spectateurs qui s'étaient portés volontaires pour participer à des groupes de discussion. Les constats généraux, et Frédéric, tu pourras m'arrêter si je dépasse le 10 minutes n'importe quand, mais au moins ces deux choses-là, je les aurais dites. Donc, pour le volet quantitatif, le principal constat, c'est que même si les spectateurs des arts de la scène ont changé leur consommation culturelle durant la pandémie, ils désirent renouer rapidement avec leurs anciennes habitudes. Et le deuxième constat, c'est que même si des spectateurs des arts de la scène, ça veut dire théâtre, danse, cirque, ont essayé des captations numériques, ils continuent à préférer voir des spectacles en salle. Je commencerai donc par le quanti et je finirai par le quali. Pour ce qui est des habitudes culturelles, environ 6 spectateurs sur 10 ont changé beaucoup ou énormément leur consommation culturelle durant la pandémie. D'ailleurs, ils sont aussi nombreux à être prêts à retourner immédiatement ou dans quelques semaines voir des spectacles en salle, c'est-à-dire 6 personnes sur 10. Et de plus, près de 3 spectateurs sur 4 pensent retourner au théâtre, au cirque ou à la danse au même rythme qu'avant, ou à un rythme accéléré quand la pandémie sera terminée. Maintenant, l'attitude à l'égard des captations de spectacles, ce sondage cherchait à mesurer si les habitués des salles de spectacle ont recouru au numérique pour continuer à consommer du théâtre, du cirque et de la danse. Vous voyez, c'est assez restreint. Et les résultats de notre sondage montrent que l'intérêt est faible chez ces habitués pour la captation de spectacles de ces 3 arts. 4 personnes sur 5 en écoutent moins d'une fois par semaine ou jamais. Et la très grande majorité démontre très peu d'intérêt pour de telles captations. Mais il y a une exception. Et l'exception qui confirme la règle, ce sont les enregistrements de spectacles de musique qui, eux, suscitent l'intérêt de la moitié des répondants. Donc, il y a une différence entre les arts. Cet enthousiasme modéré envers le numérique est confirmé par le fait que 4 personnes sur 10 songent à continuer à profiter de la programmation en ligne des salles de spectacle après la pandémie. Et quand on demande aux spectateurs s'ils préfèrent assister à un spectacle en personne ou indépendamment du moyen de diffusion, ils sont près de 4 sur 5 à dire qu'ils préfèrent le faire en personne. Pour ce qui est des préférences du public, il y a quand même des statistiques qui sont intéressantes. Le public des arts de la scène dit tout de même préférer à près de 62% consommer un spectacle de manière asynchrone, c'est-à-dire au moment où il le désire. Et entre autres, les habitués du théâtre, de la danse et du cirque disent être prêts à payer le tiers du prix d'un billet pour assister à une production de théâtre, de danse ou de cirque en ligne. Et je dirais que ces deux résultats-là, par là, le public de la danse, du théâtre et du cirque se distingue un petit peu des autres publics. Et je dirais que ces deux résultats-là sont les plus paradoxaux de l'étude, puisque ça nous dit qu'on aimerait mieux consommer un spectacle au moment où on le désire, alors qu'on préfère aller voir les spectacles en personne. Continuons avec la prochaine. Donc, maintenant, on va aller au volet qualitatif. Donc, on a fait des focus group, et dans ce focus group, vous aviez 3 personnes qui appartenaient à la catégorie des 65 ans et plus, 4 aux 50-64 ans et 4 aux 35-49 ans. Et sur le plan géographique, 8 habitaient à Montréal ou en banlieue et 3 en région. Donc, je vous présente maintenant les faits saillants de ce volet-là. Bon, alors il y a quatre constats principaux. Le facteur de protection. Le facteur protecteur qui est cité le plus souvent par les répondants au moment de fréquenter une salle de spectacle, c'est celui de vivre en région. Ça, c'était quelque chose de tout à fait auquel on ne s'attendait pas. Et préférablement dans une région où il y a plus de cas de COVID plutôt que dans une grande ville. Et cet élément-là revient davantage que l'âge
des personnes qui vont au théâtre ou l'absence de proches vulnérables à la COVID comme facteur de protection contre le virus en temps de pandémie. Et le deuxième facteur de protection, c'est le respect des mesures sanitaires qu'observent les salles de spectacle. Et ça, c'est bien documenté. On continue? Dans l'étude que j'ai faite, il y avait un engagement très élevé des spectateurs des arts de la scène et il y avait 3 raisons qui étaient citées principalement pour cet attachement élevé: le plaisir de sortir de chez soi, en pandémie, on peut le comprendre, la joie de se retrouver ensemble dans une salle et le bonheur de partager ce moment avec des amis ou des proches. Et on peut penser que tous ces éléments-là, l'importance de ces éléments-là a été décuplée par la pandémie. On peut penser que le poids de ces raisons-là est encore plus important aujourd'hui. Continuons. L'attitude envers le numérique, les participants des groupes de discussion ont consommé des arts vivants par l'entremise du numérique dans la pandémie. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Ils s'en sont montrés satisfaits tout en admettant préférer l'expérience en salle. Et ils nous disent que ce sont les circonstances qui les ont incités à modifier leurs habitudes culturelles. La plupart de ceux qui l'ont essayé considèrent tout de même le numérique comme un substitut valable au spectacle vivant, mais temporaire, car il manifeste avant tout l'envie de retourner en salle. Pour ce qui est du retour en salle, cette envie de retourner en salle est non seulement présente dans les propos des participants, mais ils veulent le faire dès que possible, certains estimant même qu'il n'est pas plus dangereux de magasiner que d'aller au théâtre. Et les répondants, par contre, craignent l'ajout de nouvelles mesures à celles qui existent déjà. Et cette opinion sur le retour en salle, elle est fondée sur des expériences de spectacle qu'ils ont vécues durant la période de déconfinement. Donc, c'est fondé sur une expérience vécue. Et la suggestion des répondants pour améliorer la situation, c'est de mieux contrôler les mouvements du public à l'entrée et à la sortie de la salle pour plus de sécurité. Donc, je terminerai bientôt. Frédéric, il me reste combien de temps? On continue? Ton temps est déjà arrivé à échéance. Alors, parfait. Je vais m'arrêter ici pour laisser la parole à mes collègues. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Hervé. So now, I would like to invite, j'aimerais inviter Nick Nanos maintenant à partager les points saillants des études sur les arts. Thanks, Frédéric. Merci, Frédéric. Je vais faire un partage d'écran en espérant que vous puissiez le voir. Juste faites-moi signe si vous arrivez à le voir. Yes. Good. Well, I'm going to assume everything is good. I'm going to do Parfait. a walk. Alors, je vais vous guider au fil d'une étude intéressante que l'on a réalisée dans le monde des arts. Et j'étais très intéressée sur cette présentation, particulièrement par rapport à l'achat de billets au Québec. Et pour ce qui est de notre initiative, c'est qu'on fait un sondage sur échelle nationale. Et il s'adresse à des individus que l'on décrit comme des participants à la culture. Ce sont des personnes qui, pour le fin de notre recherche, qui participent à des événements culturels ou à des activités culturelles avant la pandémie. Et ça inclut le théâtre, la danse, les galeries d'art, les musées, ou les manifestations, les concerts à l'extérieur ou les événements extérieurs. Donc, ça, c'est la définition qu'on a utilisée. Donc, ce n'est pas la même chose que les personnes qui achètent des billets, mais c'est intéressant aussi en termes de résultats parce qu'il y a beaucoup de convergence par rapport à ce qu'on a pu constater si on le compare à la situation au Québec. Maintenant, je vais vous présenter 3 points saillants. Le premier, la volonté de l'appétit à l'idée de revenir en présentiel. Deuxièmement, la consommation des arts et de la culture pendant la pandémie. Et troisièmement, les intentions de dons aussi, parce que je crois que ce sont 3 éléments qui sont critiques et que les organisations des arts et culture essayent de percer, comprendre qu'est-ce qui engage les gens à revenir, quelle est la consommation des arts et des cultures et qu'est-ce que ça représente également la pandémie en termes d'intention de dons. Alors, vous voyez que la volonté de revenir
revenir en salle immédiatement est croissante, surtout lorsqu'on compare les chiffres du mois de novembre à ceux du mois de février. Ensuite, on voit qu'il y a une légère variation dépendamment de la structure des activités d'agriculture, avec la plus grande ouverture à revenir immédiatement à toutes les activités externes, 42%. Et 3 sur 10 personnes sont prêtes à revenir pour les événements à l'intérieur. Également, sont prêtes à revenir immédiatement dans les musées et ce genre d'activité. Mais peu importe la façon dont on le présente, on voit bien qu'il y a une augmentation entre 5 et 9% dans la volonté à revenir immédiatement. Donc, si on tend à être un peu plus jeune, il y a davantage de volonté à revenir immédiatement. C'est ce qu'on a pu constater. L'autre chose, c'est que si on regarde les conditions pour le retour en salle, il y a des variations démographiques assez importantes à partir de concernant l'âge. Si vous êtes plus jeune, vous êtes plus prêt à adopter la distanciation sociale et le masque. Quand vous êtes plus vieux, vous identifiez davantage la vaccination comme une précondition. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour toute organisation d'art et de culture, que ce soit un musée, une galerie d'art ou que ce soit un concert à l'extérieur ou à l'intérieur, ce qui ressort, c'est que présenter clairement les conditions de sécurité et les éléments qui sont en place pour créer un environnement sécuritaire, ça, c'est vraiment critique pour que les gens soient prêts à revenir. Et l'autre chose, ce qui est peut-être pas une aussi bonne nouvelle, et je dirais que ceci s'applique que l'on parle du Québec-Canada ou du Royaume-Uni, nous sommes otages à la vaccination. S'il y a l'impression que la vaccination va bien, je crois que ces chiffres continuent à augmenter. Maintenant, s'il y a une impression du public que la vaccination ne va pas de bon train ou ne contribue pas à des résultats positifs à cause de problèmes au niveau de la mise en œuvre, au niveau local ou régional, on pourrait s'imaginer que ces chiffres réduiraient la cadence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on demande aux personnes ce qu'elles font, comment elles passent leur temps, en ce qui a trait à la consommation d'activités culturelles ou artistiques, nous avons demandé aux personnes de séparer par pourcentage activités payées ou gratuites en ligne ou en personne. Et pour le en ligne, nous avons détaillé spécifiquement les expériences d'art ou de culture en ligne d'une organisation d'art et culture. Alors, ce n'est pas une question d'aller sur YouTube ou un site sur YouTube et de penser que cela est culturel, quelque chose de créé ou de présenté par une organisation culturelle spécifique. La clé à avoir ici, c'est qu'avec l'absence des expériences en personne, on peut voir que les personnes vont vers les expériences en ligne. Et vous pouvez voir que 68 disent qu'ils utilisent du contenu en ligne d'organisations artistiques et culturelles, un autre 13 le contenu payé et 12 personnes ou 7 en personne, gratuit ou payé. Et ce que l'on peut voir ici est que même si on peut voir qu'en ce moment, les personnes vont en ligne pour le contenu culturel, le retour à l'expérience en personne et où vous pouvez voir les 2 tiers des personnes s'attendent à être après la pandémie. Mais un des points clés ici que vous pouvez également voir que l'un de 3 s'attendent à ce que le en ligne continue à faire partie de leur expérience. Alors, on ne doit pas penser que l'interaction entre les expériences en ligne et en personne sont binaires. Non, c'est un mélange. Et ce qui est clair est que dans l'environnement post-pandémie, même si la plupart des consommateurs de culture seront très contents de retourner à leurs expériences en personne, l'expérience en ligne continuera de faire partie de leur expérience. Et
L'autre chose importante à voir est que lorsque vous regardez les proportions pour le en ligne gratuit ou payé, environ 20 de ces activités, le public est prêt à payer pour. Alors, ce n'est pas exclusivement le contenu gratuit en ligne qui attire l'audience. Un bon pourcentage sont prêts à payer pour le contenu en ligne même après la pandémie. Maintenant, on voulait voir les dons. Si on regarde les consommateurs de culture, les intéressés à la culture, si on voit la baisse de la valeur de dons comparée à 2019. Mais ce qui est intéressant est que les dons prévus pour 2021 sont beaucoup plus élevés. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie probablement que pour les amateurs de culture, ils comprennent que de soutenir financièrement les organisations qu'ils apprécient est très important. Et même si certains n'ont pas pu donner les montants qu'ils voulaient en 2020, de l'autre côté de la pandémie, en 2021, ils seraient probablement disposés à augmenter leurs dons, même au-delà du niveau de 2019. L'autre chose à se rappeler que cette question a été posée l'été dernier. À ce moment, les gens croyaient que la pandémie allait être terminée en 2021. Maintenant, est-ce que ceci va se manifester en 2021 ou est-ce que l'extension de la pandémie signifie que cela sera plus tard? L'autre chose que je voulais mentionner, que lorsque l'on parle de dons, il y a des variations significatives au niveau de la démographie. Si vous êtes d'âge moyen, ils vont avoir beaucoup moins de chances de récupérer ces montants et que l'auditoire de plus de 55 ans seront les plus généreux. Maintenant, pensons à la vaccination comme un indicateur clé pour un retour, mais qu'une bonne proportion des Canadiens sont prêts à retourner en salle et penser au contenu en ligne comme quelque chose qui continuera à faire partie de la donne dans le futur, mais que la préférence continuera à être en personne. Et au niveau des dons, pensez à cette volonté de soutenir les organisations culturelles et cette attente d'être demandé de contribuer non seulement par l'achat de billets, mais également par les dons. Mais que ce sera plutôt au niveau des cohortes d'âge plus avancés qui ont peut-être une situation financière plus stable, qui sont prêts à être plus généreux et à compenser peut-être pour la perte de revenus de ces temps de pandémie. Thank you very much, Nick. Merci beaucoup, Nick. Il y a beaucoup plus d'informations dans ce sondage et je vous invite à y jeter un coup d'œil. J'ai été content de voir les motivations pour la participation en personne plutôt qu'en ligne aux événements culturels. Maintenant, de la Grande-Bretagne, nous allons passer à Oliver Mental. Merci. Des informations fascinantes dans ces présentations, avec beaucoup de similitudes, je crois, à ce que l'on a pu découvrir nous-mêmes. Même si nous travaillons avec un groupe de personnes un peu différents. Ici, en Grande-Bretagne, le Audience Agency, avec d'autres organisations ici à l'écran, nous faisons un suivi de la participation culturelle, un sondage en ligne qui regarde la population de façon plus générale que simplement les personnes qui consomment le contenu matériel. Alors, c'est une recherche quantitative. Nous n'avons pas pu faire les groupes de recherche, les groupes de discussion, mais nous avons commencé initialement avec
avec 6 000 réponses en octobre-novembre 2020. Ensuite, nous avons fait une deuxième vague au début février de 1 500 réponses. En particulier dans le contexte de la Grande-Bretagne, il est intéressant de voir que cette deuxième vague s'est faite juste avant le plan de réouverture en partie ou progressive qui a été annoncée. Nous allons faire une troisième vague de sondage et continuer. Alors, nous regardons toute la population, donc les différentes formes d'art ou de contenu culturel. Et c'est également relié à un modèle de segmentation de la population. Donc, on regarde différents secteurs de la population de la Grande-Bretagne en termes d'activités culturelles. Donc, des groupes qui ont tendance à en faire beaucoup plus ou moins, ou avec un intérêt plus contemporain, plus traditionnel, etc. Alors, chaque partie, ça fait partie d'une étude universitaire, mais nous ne sommes pas des chercheurs universitaires, mais il y a toute une autre gamme d'éléments au niveau de l'impact sur le secteur, l'impact sur les politiques, évidemment, l'impact sur le public. Et nous avons donc analysé des choses très semblables. Nous avons analysé le avant, pendant et après la pandémie, autant en ligne qu'en personne, et les habitudes du public. Il y avait un premier rapport de cette première vague qui fait une analyse générale avec les dernières. Et hier, nous avons eu le rapport de la deuxième vague, analysant en particulier au niveau des inégalités, l'impact des inégalités. Alors, qu'est-ce que l'on a trouvé comme données? Évidemment, nous avons pris des douzaines de questions sur plusieurs mois et c'est des distillés ensemble. Alors, je m'excuse. La simplification. Alors, les premiers apprentissages, l'engagement en personne. Donc, pour l'engagement en personne, évidemment, les niveaux ont chuté durant la pandémie comme on s'attendait. Ils sont passés de 87 qui participaient à l'une des activités d'une très longue liste versus 27 Mais la distinction claire ici, et on en a déjà parlé, est une grande différence au niveau des groupes d'âge. Seulement 19 de 45 ans et plus, 36 de ceux de 45 ans et moins. Et nous avons regardé cela, analysé cela de différentes façons avec les données que l'on voit. Et c'est la même chose. Les jeunes participent plus à des choses en personne et les personnes de 45 ans et plus sont plus réticents. Et ce sont les mêmes qui sont impliqués en ligne. Alors, au niveau de l'implication en ligne ou la participation en ligne, et que beaucoup d'organisations ont vu de grandes augmentations en termes de trafic, des activités numériques, et je crois que la perception a été que cela signifie plus de personnes, une plus grande gamme de personnes y participent. Mais nous croyons que ce n'est pas réellement vrai. Il y a une petite augmentation en termes du nombre de personnes, mais la différence clé de 41 à 43 et que ces 41 ou 43 qui consomment du contenu en ligne en consomment beaucoup plus. Alors, c'est cela qui amène le trafic. Alors, c'est vraiment le même public qui devient super engagé. Et encore une fois, pour 47 des personnes ont dit qu'elles continueraient à consommer le contenu en ligne post-pandémie maintenant. À savoir si cette intention sera la réalité, mais je crois que ce sera un chiffre autour de cela. Alors, autour de l'information numérique, il est important de noter que s'il y a un groupe que l'on a pu remarquer comme un groupe qui
étaient plus en ligne qu'auparavant. Les personnes juste autour de l'âge de la retraite, de 65 ans à 68. Et notre idée est qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient les habiletés technologiques de leur vie professionnelle. Donc, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas utiliser le matériel en ligne, mais c'est que ce n'était pas nécessairement une option pour eux. La pandémie a forcé cette option sur eux et c'est la raison pour laquelle ce groupe démographique spécifiquement a augmenté sa consommation de contenu en ligne. En termes d'activités créatives, donc la participation, que ce soit au niveau de l'art, de l'artisanat, etc., nous avons vu une réduction partout. Ce n'est pas... la pandémie est arrivée, les personnes ont eu plus de temps, les personnes ont fait plus d'activités créatives. Mais je crois que les personnes géraient trop de choses. Alors, on a vu une réduction et non pas seulement les choses claires où il fallait sortir de la maison pour aller les faire, mais au niveau de composition de musique, de jouer de la musique, des choses comme ça. Ce n'était pas une grande baisse, mais cela signifiait que nous avons vu une réduction. Mais plus de personnes faisaient des activités créatives, mais peut-être moins de temps. Ensuite, trois autres enjeux principaux. L'impact sur les inégalités. Nous savons que la participation dans le monde de l'art et de la culture est inégale et que certains groupes y participent davantage que d'autres. Et ce qui semble être arrivé, que les groupes qui participent moins, comme les personnes qui travaillent dans le secteur manuel, routinier, les personnes des minorités ethniques, les personnes avec des handicaps physiques, etc. Tous ces groupes ont été également plus affectés par la COVID. Donc, cette inégalité a été accrue par cela. Ça dépendait de leurs revenus également et le temps qui leur était disponible. Et également, dans la plupart des cas, ça s'applique également à la vaccination. J'ai mis les personnes handicapées physiquement parce qu'elles n'ont pas eu le même effet au niveau du manque d'accès à la vaccination parce qu'ils ont été un groupe prioritaire, en fait. Et les jeunes participent davantage. Mais de façon générale, le programme de vaccination qui a commencé par les personnes plus âgées, avoir un accès plus facile peut-être pour les personnes à plus haut revenu et les personnes de race blanche. Donc, ça a augmenté les inégalités. Je crois que si la vaccination augmente la participation, les inégalités augmentent, mais étant donné que maintenant, nous avons un plus grand pourcentage de la population qui est vaccinée, les statistiques changent un peu. Mais bon, maintenant, les personnes s'ennuient des arts et la culture. 77 des répondants disent qu'il manque quelque chose qui s'ennuie, en particulier les événements en personne. Par contre, lorsqu'on demande aux personnes s'ils sont prêts à participer à des activités culturelles en personne, 27 ont dit que oui, sans problème, sans mettre de conditions. Un certain nombre ont dit non, prenant toutes les considérations. Alors, environ la moitié de la population qui n'est pas si sûre de retourner. Alors, il y a des possibilités, mais ceux qui ont le plus de chance de retourner à la participation sont plus jeunes, métropolitains, et bien souvent, à cause de l'âge, ne sont pas encore vaccinés. Alors, ça pourrait être voilà. Nous croyons donc que si, dépendamment des catégories, ils ont plus de chances d'être d'un côté ou de l'autre, mais de façon générale, c'est un peu le portrait que l'on peut faire de la participation aux activités culturelles. Merci beaucoup, Oliver. Il y a vraiment beaucoup de recherches qui sont faites, des sondages de consommateurs, des sondages d'audience. J'aimerais prendre un moment maintenant pour encourager toutes les personnes ici à aller chercher l'information disponible là où vous vous trouvez.
des données en Grande-Bretagne sont très intéressantes pour les personnes en Grande-Bretagne, mais on ne peut pas s'attendre à ce que ces informations s'appliquent pour votre audience, que vous soyez aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou peu importe. J'ai fait une liste d'études recommandées. Certains peuvent être partagés dans le chat. Sinon, je vais m'assurer que ce soit disponible pour toutes et tous plus tard. En tant que chercheur, vous avez fait votre travail, mais également, vous avez étudié d'autres recherches pour essayer d'avoir une idée, une compréhension du monde en changement. Oliver, qu'est-ce que vous êtes allé voir et quels ont été des résultats de recherche que vous avez trouvé intéressants? Nous avons regardé beaucoup de recherches de la part de chercheurs culturels, Wolfram, Cole Matthew et d'autres. Mais une recherche qui est ressortie est une recherche de la Resolution Foundation, qui est un groupe sans but lucratif qui regarde les inégalités. Et ils ont émis un rapport en octobre de l'an dernier qui mettait réellement en emphase sur l'impact économique sur les différents groupes de la société. En particulier pour certains que l'on ne voit pas beaucoup dans nos recherches. Et ça a vraiment souligné l'impact sur certains groupes et la difficulté d'aller au-delà de l'audience traditionnelle post-pandémie. Si on essaie d'être plus inclusif et d'éliminer cet écart. Peut-être que moi, une étude que j'ai trouvée intéressante, mais qui n'est pas directement reliée au COVID, mais peut-être que la pandémie nous aide à regarder cette chose-là un peu différemment. Il y a des recherches de Marion Denisot et Christine Peter sur l'état des lieux du numérique dans les théâtres en France, qui parlaient de la part du milieu du théâtre en particulier, d'une méfiance ontologique à l'égard du numérique, donc une sorte de méfiance plus accentuée. Et je pense qu'on peut la voir se manifester aussi chez certains publics qui sont un peu plus réticents que d'autres. Et je pense que ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment ça va évoluer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont essayer davantage ça pour les arts vivants, est-ce que cette chose-là va, dans certains cas, s'accentuer et dans d'autres cas, va peut-être s'assouplir? Donc, je pense que ces éléments-là peuvent être des éléments de réflexion intéressants. Et juste pour commenter par rapport à ce que Oliver a dit, une des choses qui le reliait beaucoup avec l'engagement des publics envers les arts de la scène, c'était le fait de vivre dans les grandes métropoles ou non. Et ça, je dois dire que dans l'étude qu'on a fait au Québec, il semble que ce fossé-là, que cette disparité-là soit un peu moins grande. Parce que moi, en tout cas, j'ai vu un engagement culturel assez fort des gens en région. Et la dernière étude qui a été faite aussi par Daigle et Serre semble corroborer cette chose-là aussi. Je parle de l'étude des publics des arts de la scène, là, la grande étude qui a été faite récemment. Un petit élément que je voulais mettre en rapport. Merci. À propos de la réticence ontologique par rapport à la diffusion en ligne, je crois qu'il est intéressant de souligner aussi que de nombreuses études se sont penchées sur la propension des consommateurs à payer ou non pour des contenus en ligne. Donc, on n'a pas le temps, bien sûr, de voir ça aujourd'hui, mais on a observé en début de pandémie une profusion de contenus mis à disposition gratuitement sur le web et au fil du temps, certaines expériences avec la tarification. Et ce que moi, de mon côté, j'ai pu observer dans de nombreuses études, c'est que le prix psychologique que les gens sont prêts à payer pour un spectacle en ligne a évolué depuis le début de la pandémie. Donc, il y a des leçons importantes à tirer de ça.
malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller là-dedans aujourd'hui. Alors, je vais me tourner plutôt vers Nick. So, Nick, what else did you stumble upon? Nick, alors, quelles sont peut-être d'autres informations que vous avez trouvées que vous aimeriez partager? Dans les données les plus intéressantes que l'on a trouvées sont autour de la santé mentale et l'intersectionnalité entre la santé mentale et le secteur des arts et de la culture. Peu importe dans quel pays on se trouve, les personnes ont plus de chances de parler d'une détérioration de leur santé mentale, une préoccupation pour leur santé mentale et d'aller vers des ressources en santé mentale qu'auparavant. Et ce qui est intéressant est que dans l'étude que j'ai vue pour le Conseil des arts de la Colombie-Britannique, dans laquelle il demandait aux personnes de parler de leur motivation clé pour leur participation aux activités culturelles avant la pandémie et durant la pandémie, ce que l'on a pu voir a été une augmentation dans la proportion de personnes qui disaient que la participation dans les activités d'art et de culture améliorait leur santé mentale. Nous avons vu ces chiffres doubler de 12 à 25 %. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour le secteur créatif, la créativité est importante, clairement, et la majeure partie des personnes qui consomment la culture et les arts veulent avoir ces expériences. Ils veulent être transportés à de nouveaux endroits, ils veulent apprendre. Mais maintenant, la santé mentale fait partie de cela, où les personnes voient non seulement l'expérience créative et en tant que la performance en tant que telle, mais que cela contribue à leur santé mentale. Et je crois que cela est ici pour rester. Je crois que c'est un apprentissage clé à prendre en compte. Et également, je crois que la pandémie a vraiment présenté clairement ce que tout le monde dans le secteur des arts et de la culture savent. On n'a peut-être pas su l'articuler, on n'a peut-être pas mis des chiffres pour aller avec, mais ils savaient, tout le monde dans le secteur des arts et de la culture comprennent que l'expérience partagée, la transformation personnelle, l'éducation que le secteur peut créer est en fait très bonne pour notre âme et pour notre santé mentale. Et donc, je crois que ça, c'est un des éléments clés à aller chercher. Je crois que le secteur doit reconnaître cela et l'accueillir que oui, c'est un secteur créatif, mais qu'il y a d'autres enjeux, d'autres choses que les personnes cherchent dans leur participation dans le secteur des arts et de la culture. Merci, Nick. Une des choses que je retiens est que les chercheurs prennent également en compte la santé mentale et les facteurs socio-économiques et non seulement les aspects de marketing ou de vente. Alors, quelle est l'information dont nous avons besoin maintenant? Nous avons beaucoup d'indicateurs de participation, mais selon vous, quelles sont les questions de recherche que l'on doit encore explorer? Oliver? Je crois que c'est complexe parce que je crois que les questions les plus importantes sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre encore. Nous voulons savoir non seulement la disposition des personnes à participer dans les arts et la culture, mais jusqu'à quel point elles le feront. Et nous savons que cela dépendra de la fin de la pandémie, la confiance des personnes à ce moment-là. J'aimerais faire un peu plus de recherche qualitative également. Je crois que cela serait très important. Et je crois qu'il y a toujours des lacunes dans notre recherche à réellement comprendre l'impact des différents goûts et préférences en termes des contenus. On en parle simplement comme si les personnes vont vers un produit homogénéisé. Et je crois que ça, ce sont de grandes lacunes au niveau de la recherche. Et pour moi, en particulier, les deux parties de la population en lesquelles je suis les plus intéressée sont les personnes qui participent fortement de façon modérément, qui sont plus âgés dans des secteurs plus ruraux ou plus en région, parce que c'est un immense auditoire. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles penser qu'ils vont retourner participer au secteur culturel et des arts ou pas. Thank you. Voilà. Merci, Oliver. Nick, Hervé, avez-vous des idées? Peut-être que je continuerai sur Nick, si tu permets.
Moi, peut-être l'aspect qui me semble devoir être creusé, c'est qu'il y a quand même beaucoup, dans une étude que j'ai faite, j'ai remarqué qu'il y a 3 consommateurs sur 10 qui avaient fait des pertes financières et qui pensaient que ça allait modifier leur consommation culturelle. Alors, ces gens-là, je pense qu'il faut voir un peu ce qui va leur arriver. Et une des hypothèses que j'émettrais, c'est que parmi ces gens-là qui ont été touchés financièrement, qui ont connu un impact financier grand, il y a des travailleurs culturels. Alors, est-ce que ces gens-là, ça va affecter leur consommation culturelle? Je pense qu'on pourrait regarder de ce côté-là pour avoir des données plus fiables et voir un peu comment ça va évoluer. On a des très bons chercheurs ici qui vont sans doute le faire. Très, très bon point de vue, très, très perspicace, effectivement. Les travailleurs culturels sont, oui, des travailleurs, mais eux-mêmes aussi des consommateurs qui seront affectés, bien entendu. Nick? Yeah. If I can add 2 gaps Oui, si je peux ajouter 2 lacunes existantes, une au niveau des opérations et l'autre au niveau créatif. Au niveau des opérations, la lacune est qu'il est clair qu'il y a des personnes qui consomment en ce moment du contenu d'art et de culture en ligne. Je ne vois pas suffisamment d'organisations qui font un effort pour mieux comprendre ces personnes parce que le contenu en ligne continuera à faire partie de la donne. Et il faut être réaliste. Si vous appuyez l'art et la culture et vous visionnez du contenu gratuit, vous devriez être en train de au moins répondre à un sondage de 3-4 minutes pour que... et je crois que ça, ce serait assez simple à faire et ce serait important. Je crois également que les organisations du secteur de l'art et de la culture qui font du contenu en ligne devraient aller chercher les adresses courriels, les codes postales des utilisateurs. C'est comme lorsqu'on prend un logiciel gratuit, il faut donner notre adresse courriel en échange. Alors, je vois ces lacunes. Il y a des organisations culturelles qui mettent du contenu gratuit en ligne. Ils ne sont pas en train de vraiment aller chercher l'information disponible. Alors, ça, c'est la lacune au niveau opérationnel. Au niveau créatif, la lacune que j'aimerais mentionner, vous venez de nous entendre donner des présentations et on explore quels sont les obstacles, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on peut aller chercher les personnes qui laissent de côté. Mais j'ai vu très peu de recherches et je ne sais pas si Hervé, Oliver ou Frédéric, vous l'avez vu, mais sur quel type de contenu est-ce que les personnes veulent à leur retour? Voyons-le ainsi. Nous sommes dans un désert. C'est comme être dans un désert pendant 1 an. On sort du désert et là, la question est, bon, vous n'avez pas eu le repas que vous vouliez durant toute la dernière année. Quelle est la première chose que vous allez manger? Alors, voici la question que je crois que les organisations de l'art et des cultures doivent faire. De la recherche autour de leur public, avec leur public, à savoir, à votre retour, quelle est la première pièce de culture ou d'art que vous voulez consommer à votre retour et pour pouvoir créer le bon contenu pour ramener les personnes. C'est peut-être une question de motivation, d'inspiration, mais je crois qu'on doit penser à, lorsque l'on revient à ce nouveau monde qui va inclure du contenu en personne principalement et un peu de contenu en ligne, quel est le contenu qui va nourrir les âmes du public? So the August wave of the Donc, le moniteur de l'audience en Ontario, organisé par le Conseil des arts, a posé cette question. Je ne me souviens plus exactement quelle était la réponse, mais à partir de ce que j'ai pu entendre, glaner à droite et à gauche, ce que je lis, c'est que l'audience va être... Le public va être essentiellement en train de chercher les mêmes produits qu'elles aimaient avant la pandémie. Donc, alors que les gens pourraient peut-être s'attendre, on pourrait peut-être s'attendre à ce que le public s'attende des choses un peu plus légères. D'après les données que j'ai pu voir sur la question, c'est pas vraiment ce qui ressortait. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Mais si vous êtes dans le secteur de la création, votre travail, c'est de quitter, parce que l'idée, c'est de créer un contenu qui devrait être là. Donc, je pense que c'est naturel pour les gens de dire
je vais aimer les vieilles affaires, les choses, les valeurs sûres. Oui, mais il y a quand même une opportunité pour le secteur et pour nos leaders créatifs du secteur de dire oui, bien sûr, on a besoin de ça, mais qu'est-ce que les gens devraient être, qu'est-ce qu'on devrait offrir aux gens? C'est-à-dire de quoi ils ont besoin. C'est un petit peu comme le médecin, il ne va pas vous dire ce que vous voulez. Vous voulez peut-être quelque chose, mais c'est le docteur qui va vous dire c'est quoi qui est bon pour vous. Donc, je pense qu'il y a là un créneau, une opportunité. Donc, on est presque rendu à la fin de notre temps. Oliver, un dernier commentaire. Dans la même lignée que Nick, il faut voir quel public va revenir et quand. Alors, il semble que ceux qui ont les goûts les plus contemporains, sans doute, c'est ceux qui vont être de retour le plus vite. Donc, il faut vraiment s'axer là-dessus. Alors, je pense que cette discussion aurait pu continuer encore très longtemps. Peut-être pas pour toujours, mais en tout cas, en ce qui me concerne, oui, c'est passionnant. Mais certainement un petit peu plus longtemps pour ceux qui nous écoutent. Mais il y a d'autres sessions, on a des contraintes. Alors, merci Nick, Oliver, Helge, et je serai heureux de pouvoir échanger de nouveau avec vous lors des prochaines sessions. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Yeah, great job, Frédéric.